C'est bon. C'est bon. Merci à tous d'être venus ce soir pour une présentation du projet du parc naturel régional Brie et de Morin. Donc, je vais laisser la parole à Gilles de Beaulieu qui va faire la présentation et qui sera disponible pour répondre aux questions par la suite. Je vous informe qu'on enregistre cette réunion. Voilà. Donc on enregistre, on filme de deux. Donc je vais vous laisser la parole. Eh bien, merci. Et déjà merci de votre invitation, parce que c'est toujours un plaisir de venir pouvoir présenter le projet et puis surtout avoir une discussion. Donc, ce que je vous propose, c'est 20 minutes de présentation pour bien recaler le projet, sa chronologie, où on en est. Et puis après, l'intérêt, c'est d'avoir un peu un échange libre sur les questions que vous pouvez vous poser sur le projet, les attentes que vous pouvez avoir, les compléments d'information que vous voudriez, enfin voilà. Et je trouve que c'est un format qui est toujours intéressant plutôt que de parler et faire un cours, ce qui n'est pas du tout mon propos, et vous connaissez mieux le territoire que moi de surcroît. Donc j'apprendrai certainement beaucoup de choses. Alors déjà, je vous ai mis la carte quand même du périmètre, pour bien que tout le monde l'ait en tête. Et vous noterez, je me rends compte que je n'ai pas mis de point d'interrogation sur le PNR Brie de Morin. Voilà, donc c'est déjà fait, il n'y a pas de problème. On est déjà dans l'affirmation. Donc on est surtout, voilà, à la base, vous avez ici l'Île-de-France avec le périmètre. Et en fait, ce PNR, il s'inscrit aussi dans une politique qui est portée par la région, avec toute une couronne verte autour de Paris, et donc on se rend compte que à l'est, voilà, on n'avait rien, et rien en région parisienne. J'insiste toujours beaucoup là-dessus, c'est dangereux, parce que si on n'a pas un territoire qui est identifié avec un périmètre, une identité, une valeur identifiée, dans l'Île-de-France actuelle, le risque, c'est quand même d'avoir tout ce que les autres ne veulent pas. Voilà, donc exister sur une carte, exister en tant qu'entité constituée, je pense que c'est extrêmement important pour préserver ces paysages, avoir sa place et faire entendre sa voix. Et je pense que c'est déjà probablement un des enjeux majeurs de ce projet, c'est exister au sein de cette grande région Île-de-France, où les rapports de force peut-être parfois un petit peu déséquilibré, et donc je pense que c'est un atout pour ce territoire et une manière de prendre en main sa destinée, voilà, de manière un peu plus volontaire plutôt que de subir. Donc ça, je pense que c'est un peu la bascule. Alors du coup, je vous ai remis quand même quelques, c'est pas très gros, j'espère que vous voyez, je vous ai mis un peu les dates clés du PNR, parce que c'est un projet qui quand même est un peu déjà à une certaine ancienneté. Donc il y a ceux qui ont connu le début, ceux qui arrivent plus tard, donc je rappelle un peu peut-être des choses que vous connaissez, mais c'est un projet qui a été mis à l'étude en 2007 à l'initiative de la région, qui est chef de file en matière de protection des paysages, avec une délibération de 2012 qui a lancé le processus de création du parc naturel régional. Donc on a eu en 2013 un premier avis d'opportunité du CNPN qui avait demandé la rectification du périmètre, qui allait beaucoup au-delà de l'autoroute. Donc on avait des secteurs qui étaient très urbanisés, qui avaient été mis dans le périmètre initial. Et donc le périmètre actuel a été recentré sur des secteurs qui sont moins soumis à l'urbanisation. Et c'est vrai que la protection des paysages et de la biodiversité, c'est vraiment l'enjeu majeur du parc. Donc c'est pas innocent cette modification du périmètre. Ça recentre sur ces deux enjeux qui sont extrêmement importants. Donc en 2014, le préfet de région a invité à poursuivre le projet, mais en réajustant le périmètre. 2015, le périmètre est réduit à 83 communes. Et puis en 2017, sur la base de ce périmètre, on se met en bataille pour l'élaboration du projet avec une étape décisive, et Marie vous en parlera tout à l'heure, qui est la création du Conseil local de développement. Parce qu'un projet de parc naturel, c'est un projet qui est basé sur la co-construction et la concertation. Donc il est important que les citoyens puissent être représentés à travers une instance, le Conseil local de développement, qui est chargé de faire le relais entre la société civile et le syndicat mixte de préfiguration qui assure le côté technique et également l'instance de portage politique avec les élus du projet.
Et puis on a en 2017 des premières grandes orientations qui ont été énoncées, mais qui doivent être retravaillées, c'est ce qui nous est demandé à l'heure actuelle, dans le cadre du nouvel avis favorable du CNPN qui date de 2020. Et donc aujourd'hui, notre base de travail, c'est cet avis favorable avec un certain nombre de réserves. Et dans les réserves, on nous demande d'avoir vraiment un projet de territoire. Donc le CNPN a réaffirmé que le territoire était éligible, mais il faut avoir un projet, il faut savoir ce qu'on veut pour ce territoire. Donc il y a cette question de l'avenir qui est extrêmement fortement posée. Voilà. Et puis dans la foulée, on a eu en 2020 l'avis favorable du préfet de région avec les mêmes réserves. Alors en termes de procédure, c'est toujours des procédures très longues et un peu compliquées. Donc on a eu, voilà, on en est là, nous, avec l'avis d'opportunité du préfet. Et la prochaine étape, ce sera l'avis intermédiaire du ministre. L'avis intermédiaire du ministre, ça sera le moment de vérité, je dirais. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire en gros si notre projet tient la route, est solide et peut basculer vers la procédure finale, c'est-à-dire la procédure de labellisation qui regroupe tout ça. Tout ça, c'est la procédure de labellisation ou au contraire, il doit être retravaillé, auquel cas, évidemment, ce serait un contretemps, un nouveau contretemps. Enfin, on fait tout pour que l'objectif, c'est d'arriver vraiment avec un projet solide au moment de cet avis intermédiaire du ministre, avec une échéance qui est assez courte. On aimerait bien en fait solliciter cet avis intermédiaire en 2014. Donc c'est quand même assez rapide. 2024. Pardon, 2014. 2024, non, là, ce serait déjà fait. 2024, voilà, mais enfin, ça reste court quand même. Donc on a quand même un programme assez ambitieux, on va dire, mais il ne faut pas non plus que ça traîne trop en longueur, c'est jamais très long. C'est quel ministère? Le ministère, c'est le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est lui qui est décisionnaire et le parc est créé par arrêté du ministre, en fait. Voilà. Donc du coup, alors j'ai peut-être enfoncé quelques portes ouvertes, mais il vaut mieux quand même rappeler les choses parce que finalement je me suis aperçu que la notion de parc naturel, c'était pas toujours très clair finalement. Et un parc naturel, c'est d'abord un territoire qui présente un caractère remarquable de niveau régional ou national. Et ça, c'est important parce que dans la candidature, il faut argumenter autour de cette notion de caractère remarquable. Il faut dire en quoi on est remarquable et ce qui justifie la création d'un parc naturel régional. Si on oublie cette question, et elle a été un peu oubliée jusqu'à présent, on passe à côté du sujet puisque c'est la condition d'éligibilité. Donc ça, ce sera un élément important dans le dossier de candidature. Alors, il est menacé, il faut qu'il y ait une menace. Alors la menace ici, elle est quand même relativement claire, c'est l'urbanisation, ça, il n'y a pas, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. C'est ce qui est rappelé constamment par les services de l'État qui sont en charge de l'instruction du futur PNR. Et on est absolument obligé de répondre à cette question. Et il faut apporter des réponses à cette menace, c'est-à-dire comment on contrôle mieux le développement de l'urbanisation pour protéger notre caractère remarquable. Alors du coup, si on applique ça à la Brie et de Morin, qu'est-ce qu'on peut faire valoir comme caractère remarquable? Et en travaillant un petit peu la question, finalement, c'est peut-être la question des sols qui se détache le plus, parce qu'on a la chance d'avoir des sols agricoles qui sont parmi les meilleurs de France, avec tous les loess des plateaux, qui sont des sols très riches, et sur la base duquel toute la vocation agricole du territoire s'est fondée, avec cette grande agriculture céréalière qui a pour vocation de nourrir Paris depuis le XVIe siècle, donc c'est quelque chose d'ancien, et qui fonde en fait l'identité du territoire. Et c'est vrai que ça, la qualité des sols et l'aménagement du territoire qui va avec, c'est quelque chose qui est une base solide, en fait, du coup, pour argumenter de ce caractère. Et c'est également un aménagement du territoire, c'est-à-dire comment le territoire a été aménagé, comment les fonctions se sont développées, qui est entièrement commandé par l'optimisation et la protection de cette ressource.
Donc ça, c'est la construction historique du territoire, et on est dans un projet de développement durable, puisqu'on part de la ressource, on se demande comment on la protège, et on aménage en fonction. Par exemple, vous prenez tous les villages qui sont sur les bordures des plateaux, ils ne sont jamais sur les sols agricoles, ils sont sur des sols les plus riches, ils sont sur les sols moins riches pour éviter de brûler son capital, tout simplement. Les villes, elles sont dans les vallées parce que la voie commerciale par excellence, c'était la rivière qui permettait de transporter les marchandises vers Paris. Et toutes les petites villes, elles sont sur les coteaux ou sur les terrasses alluviales, c'est-à-dire des sols agricoles de moindre valeur. Voilà, donc il y a vraiment une intelligence dans l'aménagement du territoire qui est extrêmement intéressante et importante et qui donne un vrai éclairage sur la manière dont on peut penser l'aménagement du territoire demain, en fait. C'est des savoir-faire pour les valoriser, parce qu'il y a eu le développement d'une technique agricole, de l'hydraulique du territoire extrêmement pointue, et un des intérêts, c'est de se réapproprier tous ces savoir-faire pour faire bien, si possible, dans l'aménagement du territoire. Donc ça suppose de récupérer toute cette ingénierie, mais qui donne aussi des moyens d'action. Quand on comprend tout ça, on se dit qu'on a plein d'outils qu'on peut mobiliser et qui sont déjà là, en fait, pour répondre à des enjeux importants aujourd'hui. Ça peut être les problèmes de changement climatique, les problèmes de ruissellement, de gestion des eaux, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait des armes. Il suffit de les redécouvrir et de les utiliser, et de ne pas les abîmer. Et le dernier point, c'est l'ingénierie hydraulique de pointe, parce qu'on est dans un territoire qui a été entièrement aménagé du point de vue hydraulique. Il a été aménagé pour tout simplement avoir des canaux, que sont les deux Morins. C'est plus des rivières, en réalité, c'est des canaux. Et donc, toute la logique de l'aménagement hydraulique du territoire était faite pour maintenir en eau tous ces canaux pour le transport des marchandises vers Paris. Donc, d'où les grands étangs qui ont existé à une époque, qui servaient en fait de stock d'eau pour compenser les périodes d'étiage quand voilà, ça manquait un peu d'eau, et conserver ces voies de transport fluvial en bon état toute l'année. Voilà. Et puis la menace, je l'ai déjà dit, bien sûr, c'est l'urbanisation. Ça, c'est clair, net. On a une feuille de route qui est là-dessus et très claire. La logique, c'est de maîtriser strictement le développement de l'urbanisation. Ça, c'est la commande de l'État, c'est écrit dans le marbre, et s'il n'y a pas une réponse convaincante, le projet n'ira pas plus loin. Il faut en être conscient. Alors du coup, si on creuse un petit peu cette identité, alors là, je vous ai mis une carte géologique, parce qu'en fait, on lit tout sur cette carte géologique. Toute la structure actuelle du territoire est liée. Donc en espèce de kaki, vous avez les losses du quaternaire, qui sont donc des dépôts. En fait, ce sont des dépôts éoliens de substrats très fins qui résultent de la glaciation. Donc inutile de dire que ce n'est pas une ressource qui se renouvelle, hein. Donc elle est précieuse, et vous superposez ça avec la grande céréaliculture, vous avez exactement la même chose. Ça se superpose très exactement au nord du territoire, en fait. Et cet nord du territoire, on voit que sur la carte géologique, il est menacé. Imaginez, vous avez une structure géologique, c'est un millefeuille. Hein. Vous avez sur le dessus le nappage, si j'ose dire, c'est ces fameux losses qui sont venus déposés par le vent. En dessous, en bleu, qui apparaît là où les losses ont été décapés, ce sont des marnes, qui sont des marnes argileuses. Alors, c'est des sols qui sont très, ça y est, le terme m'échappe, qui retiennent beaucoup l'eau, pardon, hydromorphes. Voilà, ça me revient. Donc en fait, ils sont quasiment impropres à la culture. Vous superposez ces sols-là avec la forêt et vous avez exactement le décalque. Donc vous voyez, ils avaient compris en fait, à chaque fois, ils savaient ce qu'on pouvait produire au mieux sur chaque type de sol pour tirer la meilleure ressource possible en fonction des sols. Vous pouvez nous montrer Villiers peut-être? Alors, Villiers ou Crécy pour qu'on se situe. Je vais reprendre la... Je vais peut-être reprendre, on va recomparer avec la carte. Alors, j'ai pas mes lunettes évidemment. À gauche. À gauche.
C'est quelque part en dessous à gauche. Complètement à gauche. C'est par là, Complètement. un petit peu. Ça c'est Crécy, je pense. C'est peut-être. C'est la fois de Crécy, donc c'est au-dessus là. Ouais, ça serait au-dessus. Moi, j'arrive pas à lire. Vas-y, Bernard. Enfin, on est en gros dans ce secteur. Alors, ce qui est intéressant, vous avez de meilleurs yeux que moi. C'est pas terrible non plus. C'est pas terrible non plus. Hein. Elle est bien à zéro, mais sur une projection, Précis. sur l'écran, c'est peut-être plus. Ou pas. Non, c'est là. Bah, on est. Je pense que c'est le petit bout qui dépasse en haut à gauche. Bah, ça, c'est Couilly. Oui, c'est juste Euh, là. On est à la Je frontière. pense que ça doit être là. Là, oui, Voilà. Vraiment à la limite. Hein. Ouais, on a mis la première. Et alors là, vous voyez, vous êtes. Alors, si on reprend maintenant qu'on a bien. On va reprendre sur la carte géologique. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, donc on est là. Et vous voyez, vous avez une partie qui est sur du loess de plateau. Ici, vous avez une partie. Alors vous voyez en fait que vous êtes sur la tranche sur le versant. En fait, vous avez tout le millefeuille qui apparaît au droit des coupures des rivières. Donc vous avez toute une série de couches géologiques avec en haut donc les loess, des argiles vertes qui font une étanchéité. Ce qui fait que l'originalité ici, c'est que l'eau elle coule d'en haut en fait. Et vous avez ensuite les marnes, qui sont donc plutôt des marnes argileuses, dans lesquelles il y avait aussi la meulière qui était Au exploitée. milieu, c'est bien au milieu. Au milieu, il y a il y a des marnes au milieu de Villiers. Oui, c'est ça. En fait, vous avez en gros, parce qu'il y a une petite vallée qui descend, en fait, donc du coup, ça a dégagé en fait les marnes. Et généralement, les villages sont posés historiquement sur ces marnes parce qu'en fait, elles sont très solides. Et même si elles sont argileuses, il n'y a pas de rétraction d'argile, donc c'est pas un hasard. Et comme il y avait les couches d'argile verte qui étaient juste au-dessus, en fait, il y avait l'eau qui arrivait directement, donc tout était quand même assez bien pensé. Et puis ces marnes, elles sont dites aussi supragipneuses. C'est en fait, on retrouve toute la bande d'anciennes cultures de la vigne. Parce qu'en fait, ce sont des couches qui affleurent à peu près au niveau de Reims en réalité, et qui sont proches des territoires du Champenois. Il faut se dire que l'île de France, en fait, c'est comme une grosse assiette dont les bords ont été soulevés. Alors, les couches, initialement, elles étaient à l'horizontale, c'est des couches sédimentaires, puis ça s'est soulevé sur les bordures. Et donc, en fait, sur les bordures, on a les couches les plus profondes qui affleurent. Et ici, elles affleurent parce qu'il y a les vallées qui sont venues couper cette assiette. Donc, voilà. Et puis, vous avez après, évidemment, donc, les vallées avec justement une diversité de structures géologiques. Dont ces fameuses marnes qui ont fait qu'on a de la vigne en fait qui était pratiquement sur tous les coteaux, plutôt dans le tiers supérieur des coteaux. Et puis vous avez en dessous des zones qui sont des zones alors parfois un peu plus instables. Il y a des couches un peu plus sablonneuses dans les couches les plus basses. Voilà. Donc, et puis bien sûr en fond de vallée alluviale vous avez tout ce qui est prairie. Dans les alluvions des vallées et sur les coteaux parce que vous avez en fait littéralement un système d'arrosage automatique naturel. C'est-à-dire qu'en haut, au niveau des couches d'argile, vous avez des sources et les prairies en général elles sont en dessous parce qu'elles étaient arrosées quasiment automatiquement et sur des sols qui n'étaient pas favorables à la grande culture. Donc en fait ça poussait à un rythme accéléré, donc en fait on pouvait avoir une industrie laitière très intéressante puisque l'herbe était abondante et de qualité. Et c'est comme ça qu'en fait, à partir en fait, de la carte géologique, on voit toute l'organisation du territoire et on voit en même temps son économie. Donc on lit à peu près tout. Et alors vous voyez ici que là ça se dégage, ici ça se dégage. En fait c'est l'érosion au niveau des cours d'eau qui a décapé les loess. Donc ça ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui, ça c'est on voit à l'échelle géologique. En fait, aujourd'hui, ça se produit à l'échelle humaine. Quand on entend parler de coulée de boue, en fait, c'est l'or du territoire qui part, parce que c'est les loess qui partent, qui sont lessivés par les précipitations. Donc, ça, c'est des questions qu'il est important de traiter, évidemment, dans le projet de PNR, parce que c'est quand même un peu fondamental du point de vue de l'économie.
Et l'enjeu, c'est de retrouver un aménagement qui soit compatible avec cette structure géologique. Voilà, ne pas construire sur des argiles, ne pas construire dans les coteaux sur des zones qui sont plus ou moins des sols instables, et prendre en compte ne pas gêner les fonctionnements hydrauliques, puisqu'encore une fois, l'eau coule d'en haut, donc si vous construisez en dessous, il y a quand même un petit peu le risque avec de l'artificialisation et sans tenir compte, vous avez des risques après de glissement de terrain, d'inondation, enfin voilà. Donc faut être prudent et connaître le fonctionnement général du territoire. C'est un principe de sécurité pour ne pas commettre d'erreurs d'aménagement, tout simplement. Donc ça paraît compliqué, mais en fait une fois qu'on a les données, une fois qu'on a les cartes, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ce qu'on essaye de faire, justement, je vous montrerai en fin de parcours. Donc du coup, là j'ai remis un peu tous les paysages patrimoniaux qui en résultent, avec la grande agriculture associée au loess et au plateau. Le motif du bourg-jardin, qui est plutôt donc, sur les bordures de plateau et les sols moins fertiles, parce qu'on construisait encore une fois pas sur la plus grande part, la partie la plus riche, mais en bordure, et avec une agriculture vivrière, puisque la grande agriculture nourrissait Paris, et la petite agriculture permettait de couvrir les besoins vivriers du territoire. Et c'est pour ça que vous avez ces contrastes d'échelle très forts entre des petits bourgs qui apparaissent comme des îlots sur des grands paysages ouverts, qui est vraiment une caractéristique d'ici. Et puis vous avez la viticulture, aujourd'hui beaucoup de friches, mais il y a le projet de renaissance viticole qui est intéressant, sur les pentes, les villes sur les terrasses sédimentaires au-dessus des zones inondables des vallées, et puis tout ce qui est polyculture élevage sur les sols alluviaux des vallées, les massifs forestiers sur les marnes, donc du coup plus au sud du territoire et dans les exutoires, et tout l'aménagement hydraulique évidemment de ce territoire qui est extrêmement riche. Donc voilà, on a, et donc à chacune de ces formes, après j'essaye de voir quels sont les éléments constitutifs, ce qu'il faut protéger, voilà, et comment ça fonctionne pour ne pas abîmer les fonctionnements de tout ça. Voilà, donc du coup, après le PNR, c'est construire un projet de développement durable. Alors développement durable, c'est quoi? En fait, c'est pas une notion abstraite. Le projet de PNR, c'est identifier la valeur patrimoniale, paysage et biodiversité. Et le développement durable, c'est celui qui est compatible avec la protection des paysages et de la biodiversité. C'est tout simple en fait. Mais encore faut-il l'avoir bien présent à l'esprit. Et ça veut dire que si le développement est compatible, à ce moment-là, il faut penser autrement les choses. Mais la mécanique d'un parc naturel, c'est une mécanique de protection. Il faut même en être bien conscient. Alors, du coup, ce sur quoi on est attendu, c'est se défendre contre l'urbanisation. Donc, il y a évidemment éviter que l'urbanisation ne s'étende. Donc, ça va être définir des enveloppes urbanisables et définir les zones qui ne sont pas urbanisables en fonction des enjeux paysagers. Et ça va être surtout sur le plan qualitatif, c'est lutter contre la banalisation. Et la banalisation, c'est clairement le développement de lotissements qui sont la forme la plus standardisée qui est développée sur le territoire et qui n'est pas compatible avec la préservation des identités. Donc vous voyez qu'il y a vraiment deux enjeux à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et puis vous avez bien sûr une stratégie de protection du patrimoine naturel et culturel à définir. Alors avec la protection de la biodiversité. Ensuite il y a le patrimoine. Alors dans le patrimoine, il y a le patrimoine bâti avec toute la protection du patrimoine vernaculaire. Enfin, je crois que Marie m'a montré quelques beaux exemples ici de ce patrimoine bâti qui est très beau et qu'il faut protéger. Et puis après, il faut justement gérer un petit peu tout ça pour voir comment équilibrer les choses. Alors ensuite, on a un enjeu très fort, parce qu'on a un territoire agricole qui est en Île-de-France, c'est de réfléchir à l'avenir de l'agriculture, puisque, comme je vous le disais, on voit qu'on a des sols qui commencent à partir, on a un certain nombre de questions qui se posent. Donc, comment on peut consolider et adapter surtout le modèle agricole au changement climatique. Et ça, il faut réfléchir avec pratique agronomique, à la question de la gestion des sols, et puis essayer de diversifier au maximum ce modèle agricole, parce que vraiment, moins la diversité de production, plus elles sont sujettes aux aléas, et plus le risque de perte est grand.
Et puis après, c'est générer aussi de la valeur ajoutée en soutenant les filières, des filières complètes, production, transformation, commercialisation. La valeur ajoutée du produit étant la transformation. Autrement, c'est de la matière première brute qui vaut pas grand-chose, donc c'est pas ce qui produit le plus de richesse. Voilà. Donc du coup, on a vraiment cet enjeu d'adapter ce territoire au changement climatique, et en particulier, l'effet le plus important du changement climatique, c'est le régime de précipitation et l'augmentation de température. Voilà, là je vous ai mis, c'est une petite animation qu'on a faite avec Julien, qui est le géomaticien qui bosse avec moi au SMET, pour vous faire prendre conscience, en fait, en gros, de la mutation assez brutale que le territoire a subie en matière d'urbanisation, et bien montrer quels sont les enjeux de contrôle. Donc, alors, c'est pas, on l'a fait depuis pratiquement, on a tout le périmètre. Hein, donc, là, c'est pas votre secteur, mais attendez, je vais le remettre. Il a commencé à. On va le remettre au début. Vous avez la date qui s'affiche ici et vous avez l'évolution qui se fait. Donc là, vous avez quelque chose de très stable avec les villes dans les vallées. Vous avez tous les petits villages. Et finalement, on a l'urbanisation d'un territoire agricole et des villes relais commerciales le long des voies d'eau. Après, on arrive dans les années 1850. Alors là, vous voyez qu'on a une urbanisation qui commence à se faire le long des coteaux. Dans le 1870, c'est toutes les maisons meulières et c'est l'apparition d'une nouvelle fonction du territoire, c'est la résidence secondaire. Avec le train qui apparaît dans les années 1890, et disons qu'on reste sur quelque chose de relativement équilibré jusqu'à ces années-là, dans lequel on a simplement une trame qui va ensuite servir de support au développement de l'urbanisation linéaire le long des coteaux. Alors vous pouvez voir aussi que les boisements évoluent beaucoup. Alors pas les grandes forêts historiques, mais toutes les petites réserves boisées. Et là, on arrive aux années 50, et c'est là que vraiment on a les ruptures brutales. Et vous voyez, les années 50, c'est l'urbanisation galopante. En fait, ça correspond à la déprise agricole, au fait que les terres sont vendues et que c'est la spéculation immobilière qui prend le relais. Et on voit que là, on a une urbanisation qui se développe partout, des bourgs qui se relient, et qui, facteur aggravant, est une urbanisation linéaire, c'est la plus impactante, en fait, finalement. Et là, on voit la rupture de charge, et donc ce qui est en rouge, ce sont en fait toute l'urbanisation, en gros, des années 50, c'est-à-dire, on peut résumer, c'est les lotissements. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une masse de lotissements qui a été construite depuis les années 50, qui devient une masse critique, et d'où l'enjeu. En plus, c'est vraiment ultra banalisé. On ne sait plus si on est dans le 93, ici. Enfin voilà, je veux dire, c'est la perte d'identité maximum. Et là, ça fait prendre conscience que non seulement les villes ont des lotissements, mais qu'en plus, ça a gagné à peu près tous les villages. Et ça, c'est un gros enjeu. Et ça a gagné sur tous les secteurs où on avait des couronnes agricoles. C'est-à-dire que c'est la figure emblématique du PNR, du futur PNR, qui est atteinte. Ces bourgs-jardins avec ces couronnes végétales qui sont comme des îlots, en fait des archipels sur ces grands plateaux ouverts. Et c'est d'autant plus préoccupant que même si on est dans un territoire agricole où apparemment il y a beaucoup de terres agricoles, en fait le foncier disponible, paradoxalement, est rare si on veut aider à la réinstallation d'agriculture, de maraîchage, de circuits courts. Et en fait, le foncier agricole, il est là. Donc, il est en plein conflit d'usage avec le terrain à bâtir. Donc là, il y a quand même des grandes orientations qu'il va falloir définir. Là-dessus, il va falloir apporter des réponses claires. Voilà. Et si on lit ça à la biodiversité, il se trouve que c'est aussi les milieux sur lesquels il y avait la plus grande diversité de milieux et les plus grandes richesses en matière de biodiversité. Donc vous voyez, je pense que c'est éloquent de voir où se situent les zones de conflit les plus importantes en matière de protection des paysages, de la biodiversité et en potentiel économique aussi pour redévelopper toutes ces activités agricoles qui peuvent être source de richesse pour le territoire. C'est pas c'est pas du développement à grande échelle de type région parisienne, qui est quand même à mon avis plutôt éphémère, parce que ça bouge tout le temps, mais c'est par contre une économie qui est liée au territoire et qui, elle, ne bouge pas. C'est quand même intéressant. Donc voilà, la dernière chose que je voulais vous montrer, mais qui, je pense,
pose assez clairement les grands enjeux auxquels le territoire est confronté. Et je conclurai là-dessus. Donc pour dire, voilà un peu les enjeux, le cadre et un petit peu le rappel du projet. Et puis encore une fois, comme ce projet, c'est un projet de territoire. Donc moi, je suis pas là pour, en l'occurrence, définir, enfin, je suis là pour apporter les éléments de diagnostic avec le SMEP, on est là pour porter les éléments de connaissance, pour faire les analyses, mais fondamentalement, la décision, c'est la décision du territoire. Et l'avenir, c'est l'avenir de ce territoire, c'est votre avenir. Et votre avenir, il va alimenter la charte. La charte, en fait, c'est ce que vous décidez de faire de ce territoire. Donc, pour ça, il y a un acteur qui est quand même extrêmement important, qui est le CLD, le Conseil local de développement. Et peut-être laisser la parole à Marie pour présenter ça. C'est pas non plus uniquement un projet d'élu. Voilà. La gouvernance est assurée quand même par les élus. Oui, de toute façon. Qui dirigent le syndicat mixte d'études et de programmation, ce qui veut dire SMEP, du projet de PNR Briey de Morin. Participent à ce syndicat toutes les municipalités concernées par le projet, qui sont les 82 communes. Elles y sont représentées par leur maire ou par un élu de la commune. En l'occurrence, c'est Claudie. Et Claudie était suppléante dans la mandature précédente. Ce syndicat est organisé, on va dire, il y a une forme d'assemblée générale à travers tous les élus, toutes les municipalités qui y sont représentées. Puis il y a un bureau plus restreint qui anime et qui organise. Le bureau et le syndicat mixte sont présidés par Franck Riester. Voilà. Auparavant, c'était le maire de la Ferté-Gaucher qui était le président, Yves Jaunon. Dans ses statuts, lorsqu'il a le bureau du syndicat mixte a rédigé les statuts, il a prévu quelque chose qui reste assez original, qui est le Conseil local de développement. Le Conseil local de développement est donc créé par les statuts et c'est l'organisation, on va dire, d'une représentation de la société civile sur ce territoire. Et sous la forme d'un collectif qui s'organise peu ou prou comme une association. Ceci veut dire que tous les habitants du territoire et les élus aussi peuvent adhérer au CLD. Ça suppose une adhésion et vous trouverez là-bas sur la table, vous avez des bulletins d'adhésion pour celles et ceux qui seraient intéressés. Adhésion gratuite. Oui, tout à fait. Et qui permet d'avoir des informations en retour, de participer à des animations, d'apporter son expertise dans un dispositif qui est toujours, comme on dit, work in progress, qui est toujours à améliorer. Ce CLD est animé par un conseil d'orientation qui comprend 9 titulaires et 9 suppléants qui sont élus par l'ensemble des adhérents. Dans le cadre d'une vaste opération électorale assez complexe quand même, parce qu'il y a 300-400 adhérents. Le conseil d'orientation lui-même élit en son sein 3 référents. Donc il n'y a pas de président du CLD, il n'y a pas de délégué du CLD, mais il y a 3 référents qui doivent prendre leurs décisions à l'unanimité. Ces 3 référents aujourd'hui sont Arlette Veil. Arlette vient de la vallée du Petit Morin et elle participe depuis très longtemps à une association qui s'appelle les Amis du PNR, qui est une association. Il y a Jean-Luc Laurent Renaud qui vient de la Ferté-sous-Jouarre et qui a beaucoup de compétences en termes d'aménagement du territoire, de contentieux. On va dire que c'est aussi sa dimension professionnelle recoupe son intérêt pour le PNR qu'il suit depuis très longtemps. Et puis il y a moi-même, en fin de compte, pour ce secteur, vous voyez, il y a quand même une forme d'équilibre territorial
pour ce secteur du Grand Morin plus au nord. Les références sont renouvelées par tiers tous les ans. Voilà. Et les membres du CO également. Donc il y a une forme d'organisation, d'un rafraîchissement permanent qui permet de faire monter de nouvelles compétences et puis de vivifier un peu le dispositif. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Donc nous participons souvent de façon très pratique à des fêtes de la nature. Par exemple, en Boulangerie, ça fait sa première fête de la nature, je ne sais plus, son troc-plante. Voilà, c'était le troc-plante. Nous y avions un stand. Plus récemment, la fête, il y a une semaine ou 10 jours, on était à Mourou à la fête de la nature. Puis après, on ne peut pas être partout. On essaie de respecter un équilibre territorial suivant les invitations des communes et puis les ressources humaines qui ne sont pas exponentielles. Je veux dire, voilà. Voilà ce que je peux dire. On a organisé ensemble les ateliers carto. Voilà, il faut pour insister sur le fait que le SMEP nous associe à ces commissions. Voilà. Voilà, et Gilles y est très sensible. Et on organisera certainement d'autres ateliers justement pour un peu travailler sur des cartes. Vous êtes arrivé quand ça fait un an et demi, 18 mois. Ouais. Voilà, il y a l'arrivée de Gilles a apporté quand même un grand bond en avant dans la structuration et l'avancée organisée du projet. Il y a toute une équipe parce que, alors en moyens propres, on est très petit. Il y a moi et Julien Béron qui est géomaticien, qui produit toutes les cartes. En fait, parce que le principe d'un PNR, c'est que tout est cartographié, c'est le document de référence. Et puis après, on a fait un certain nombre de partenariats pour avoir un peu un diagnostic solide. Donc on travaille sur la partie de l'analyse des dynamiques paysagères avec des archéogéographes dans lesquels on analyse tous les facteurs d'évolution et de mutation des paysages pour les comprendre l'ingénierie territoriale et comment on peut l'utiliser pour répondre aux enjeux actuels. C'est pas juste une étude historique, mais tout ça est cartographié aussi. Et puis on a un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie pour analyser toute l'armature commerciale. On a un gros enjeu en fait qui est quand même de rationaliser cette armature et de limiter la prolifération d'entrepôts, de zones commerciales. Voilà. Et comme en plus c'est passé aux deux communautés, il y a une vision un peu plus stratégique. On a un partenariat avec la Chambre des métiers justement pour essayer d'avoir un état des lieux de l'artisanat et essayer de voir comment on peut essayer de développer ou de soutenir un modèle d'économie plus local. L'artisanat étant vraiment lié au territoire, contrairement à tous les entrepôts ou autres qui aujourd'hui sont là, mais qui au gré des opportunités foncières bougent tout le temps et laissent des friches industrielles derrière quand même. Et puis on a un partenariat en projet avec la Chambre d'agriculture justement sur tous les enjeux agricoles. Alors, sur la pédologie, l'agronomie et puis un volet biodiversité. Parce que aujourd'hui, avec l'interdiction d'un certain nombre de pesticides, et en dernier, alors j'arrive jamais à le dire, c'est les enfin en gros, c'est le produit avec lequel on tue le puceron de la betterave, voilà, ça évitera de s'en mêler les pinceaux. C'est vrai que de plus en plus, il y a une réflexion à produire sur des solutions de substitution. Et donc il y a en fait le redéveloppement de tous les auxiliaires et de la régulation de ces pathologies en favorisant le rôle des auxiliaires. Mais ça suppose évidemment d'avoir une réflexion sur l'organisation des exploitations. Tout ça se fera de toute façon sur la base du volontariat. On ne va pas obliger les agriculteurs à le faire, mais je pense qu'on a un socle aux agriculteurs qui sont intéressés pour essayer de se poser ces questions et de travailler. Et comme ça, on verra bien. Le but, c'est de poser une base scientifique. Il y a beaucoup d'idées qui sont avancées, beaucoup de choses un peu dogmatiques, et finalement, tant qu'on n'a pas réussi à voir que réellement c'était efficace et opportun, il nous manque quand même l'essentiel. Donc le but, c'est pas avoir d'a priori, mais de se dire on expérimente d'une manière scientifique, on regarde et on voit si c'est efficace ou pas, et si ça peut apporter quelque chose ou pas. Puis après, la conviction se fera d'elle-même si on démontre l'efficacité des choses. Voilà un peu l'état des lieux. Donc vous voyez, il y a quand même une équipe autour qui est petite, mais bon, on essaye d'avancer au mieux. Voilà.
Et donc du coup, sur la partie présentation formelle, je dirais que moi j'ai à peu près, voilà, j'ai dit ce que je voulais en gros vous dire. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi de vous écouter sur comment vous voyez ce PNR, qu'est-ce que vous attendez, comment vous voyez ce territoire, quelles sont les inquiétudes aussi qui peuvent s'exprimer par rapport au projet, enfin voilà, si on peut, ou s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez avoir plus d'informations, enfin, répondre à vos questions et puis vous entendre vous exprimer. Hein. Et ben voilà, on a la première, merci, c'est toujours difficile. Je me demande comment on va réussir à protéger les forêts, nos zones agricoles, sans qu'en parallèle on sururbanise les centres de nos villages. Parce qu'il va bien falloir créer de l'habitat néanmoins. En fait, c'est une question d'équilibre et en fait, alors, il y a justement, c'est la notion de centre de village qui pose question et c'est la notion aussi de dents creuses. Effectivement, vous avez la politique du zéro artificialisation nette, dans lequel on dit on arrête d'étaler mais on concentre. Voilà. Donc ça, c'est la vision un peu lambda de l'urbanisation. Et dans un PNR, il y a une exigence qui est plus forte que ça. C'est qu'on doit voir quels sont les éléments de paysage qui sont patrimoniaux et la jauge du développement et en fonction de la protection. Donc en Île-de-France notamment, vu la pression urbaine, si on n'a pas un enjeu de protection et qu'on limite clairement le développement urbain, vous aurez tout qui va arriver chez vous. Voilà. Et tout, ça veut dire qu'on va construire en hauteur, en densité, enfin voilà. Donc de toute façon, on est dans une configuration particulière en Île-de-France où il y a une spéculation énorme. Bon, et puis il ne faut pas quand même se raconter d'histoire, le prix du mètre carré agricole et le prix du mètre carré à bâtir, c'est pas le même. Hein. Donc je pense que là tout est dit et c'est vraiment des mécanismes de spéculation. Alors après, est-ce que vous y avez intérêt ? Ça, c'est encore autre chose. La question est plus complexe, mais elle mérite d'être posée. Quand on voit l'étude de la Chambre de commerce et d'industrie sur le portrait du territoire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que depuis 50 ans, on a des lotissements, notamment même jusque dans les parties les plus agricoles du territoire, qui sont des lotissements qui ont été toujours, en gros, les moins chers et les plus bas de gamme. Où on déplace une population qui ne peut plus habiter Paris, qui est repoussée de plus en plus loin. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que cette population, elle occupe des postes, généralement, qui ne sont pas télétravaillables, et que, en termes d'économie locale, ça fait plonger le territoire. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on continue ce phénomène ? Vu votre situation géographique, si ça, c'est pas maîtrisé, vous aurez tout ce que les autres ne veulent pas, voilà, qui seront repoussés de plus en plus, au prix, quand même, à mon avis, d'un massacre quand même assez important. Et je pense qu'après, c'est une mécanique infernale. Hein. Voilà, moi, c'est mon opinion. Donc je pense que l'important, vu la situation, encore une fois, en Île-de-France, vu l'ampleur de la spéculation, si vous voulez préserver votre territoire et éviter qu'il chute, il y a une maîtrise nécessaire à faire. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Mais après, la décision finale, elle reviendra aux élus. Mais qu'est-ce que le PNR apporte de plus en protection le PNR, par rapport à voilà. la situation lambda? Alors, par rapport à la charte de PNR, est un document qui s'impose aux documents d'urbanisme de niveau inférieur, très concrètement. Donc, ce qui est dans la charte s'impose au PLU et s'impose au PLUI, au PLU et au SCOT. Voilà, donc, une disposition de la charte doit être transposée dans les documents d'urbanisme. Donc, c'est un outil de contrôle. Est-ce que le PNR aura un poids face justement à la loi zéro artificialisation ? Alors, la loi est au-dessus de la charte, ouais. Donc si vous voulez, il y a des enveloppes qui sont calculées sur les critères de la loi. Après, on n'est pas obligé, le SDRIF fixe aussi des enveloppes urbanisables maximum, mais il y a une confusion sur le SDRIF. Le SDRIF ne fixe que des enveloppes maximum. Contrairement à ce qui est beaucoup dit,
il n'y a aucune obligation de consommer ces enveloppes. Voilà. Donc on ne peut pas aller au-delà de ce que le SRIF fixe, mais on n'a pas d'obligation d'atteindre l'objectif maximum du SRIF. Voilà. Donc en fait, en gros, moi je dirais qu'on a quand même, il y a la possibilité de faire des choix qui sont des choix fondamentaux. Alors après, vous aviez aussi l'État qui a imposé 70 000 logements, etc. En fait, quand on creuse la question, on s'aperçoit que personne n'a vraiment fait le décompte et qu'au final, on a regardé un peu à la louche, il est probable que l'objectif est déjà dépassé. Donc je pense que la marge de manœuvre est beaucoup plus importante qu'on ne veut le dire, et la charte de PNR, elle permet de venir en plus quand même identifier les enjeux de protection et poser des principes qui s'imposent aux documents infra. Notre PNR a cette particularité, on a vu qu'il était seul à l'Est, mais c'est aussi le PNR dont les habitants ont les revenus les plus modestes. Oui. Dans tous les autres PNR, les habitants ont des revenus conséquemment plus élevés que ceux de notre territoire. Peut-être que du côté de Crécy, on est un peu dans la moyenne, mais quand vous voyez la Ferté-Gaucher ou Rebais, les ressources sont vraiment voilà, donc c'est une particularité. Donc je pose un peu la question et la réflexion. Un PNR, c'est aussi, ça n'a pas un objectif social exprimé, mais il ne s'agit pas de faire une réserve d'une gentrification du territoire. Non, voilà. Alors, non, donc comment est-ce qu'on fait et comment on permet aussi aux habitants de restaurer leur maison dans les règles de l'art, on va dire conformément à la charte, parce que ça coûte plus cher que de mettre des matériaux, on va dire, au meilleur marché et qu'on peut critiquer, mais qui apportent un confort vital. Et quand on n'a pas les moyens pour les PNR des Yvelines, comment on va faire? Alors ça, c'est effectivement une vraie question, surtout que dans la couverture du besoin en logement, il y a quand même un enjeu majeur, c'est de rénover quand même le bâti ancien pour utiliser le parc existant avant de construire. Alors, évidemment, tout est fait pour construire. Hein. L'ingénierie financière, c'est plus facile de signer et puis de créer. Donc, alors, sur la rénovation du bâti ancien, alors il y a plusieurs pistes. On travaille alors sur la partie technique, hein, avec Jean-Pierre Togato. J'ai toujours une hésitation sur les noms. Sur l'écriture de toutes les règles de l'art, voilà, pour pouvoir faire ça correctement. Et après, c'est vrai que sur la question, et on va essayer de voir ensuite, c'est de faire un peu, une méthode, c'est sur quoi, dans un chantier de rénovation du bâti, il faut mettre le maximum, ce sur quoi on peut faire des économies. Déjà pour avoir une économie générale du chantier qui soit meilleure. Yes, ça ne finance pas encore. Après, sur les questions de financement, aujourd'hui, c'est vrai que la rénovation est peu financée par rapport à la construction, on ne va pas se raconter d'histoire. Hein. Alors, on essaye quand même de... J'ai eu des contacts assez intéressants avec les offices publics de HLM qui me disaient qu'ils étaient prêts à financer, même dans des territoires ruraux, des rénovations de bâtis anciens. Donc il y a quand même sans doute quelques pistes qui peuvent permettre d'avancer sur ces questions. Et après, j'ai retiré un ou deux projets qui sont quand même intéressants de rénovation de bâtis agricoles dans lesquels il y a eu création de plusieurs logements en fait. Et qui sont du point de vue architectural assez intéressants. Donc, ça peut être aussi une piste, c'est comment on essaye de mener des opérations en lien avec des promoteurs privés pour le coup, mais sur des opérations de transformation de bâtis anciens agricoles en logement. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se raconter d'histoire, c'est compliqué. Et il va falloir vraiment arriver à trouver et essayer de se mobiliser. Alors c'est un peu le rôle du PNR aussi sur de l'ingénierie financière. Mais après, on ne peut pas non plus promettre nos émerveilles. Hein. C'est un sujet complexe, mais qui est essentiel. Voilà, je ne peux pas vous répondre mieux que ça. Si on avait de l'argent, ça serait plus simple. Ça serait plus simple. Mais c'est vrai que, mais par contre, alors, notamment au niveau du SDRIF, tous les PNR d'Île-de-France, on est vraiment monté en créneau en disant qu'il fallait que l'ingénierie financière publique change. Hein.
On ne peut pas continuer à dire qu'on a un SDRIF environnemental ou une approche environnementale en disant on laisse de côté tout le bâti ancien et on continue à construire sans se préoccuper déjà de valoriser ce qui existe. Voilà. Donc ça, là-dessus, il y a un rôle de lobbying, mais après, je pense qu'il y aura une petite période d'inertie avant que ça soit pris en compte. Donc on ne peut pas non plus, si vous voulez, c'est vrai, vous promettre monts et merveilles. C'est un sujet sur lequel on essaiera de se battre, ça c'est sûr. Et notamment avec les offices publics de HLM, je pense que c'est un partenaire qui peut être intéressant, notamment dans des centres-bourgs, des choses comme ça. Mais ça reste ténu, on ne va pas se mentir. Ça, c'est un point très important du PNR. Par contre, l'autre, si un PNR peut limiter les lotissements, bon, c'est un frein à l'urbanisation galopante. Ça fait quand même quelques années que les PNR existent. Toutes les communes ont été contactées pour ça, de toute façon. Et en général, elles se sont bien gardées de donner suite, ne serait-ce que pour cette raison-là. Alors dans les PNR existants en Île-de-France ont quand même une logique de protection assez forte. Oui, mais à condition que les communes adhèrent au PNR. Ah bah, alors, l'avantage des PNR, c'est qu'ils existent. Ils ont déjà mis des dispositions exigeantes en matière de protection. Et les 4 PNR d'Île-de-France, ils sont tous bien en deçà de l'enveloppe maximum urbanisable du SDRIF. Parce qu'ils ont déjà verrouillé en fait. Vous connaissez l'île un petit peu? J'y suis passé, mais après on a un héritage. En fait, le problème, c'est que surtout dans les vallées, en fait, vous avez des vallées qui sont quand même à des échelles assez réduites. Donc, on ne peut pas développer l'urbanisation massivement dans des espaces contraints. Tout le monde a l'impression que ça déborde de tous les côtés, et ça déborde de tous les côtés. Donc, il y a une perte d'identité qui est très forte. Et c'est là où, en fait, trouver la bonne jauge est indispensable si on veut une protection des paysages. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ça je le dis clairement, en disant on veut un PNR, mais on va continuer à urbaniser, surtout dans un territoire comme celui-là, où les secteurs où l'urbanisation peut se développer. Ce ne sera pas sur les grandes terres agricoles, elles sont assez stables. On a un espace contraint. Et au niveau du développement économique? Au niveau du développement économique, c'est essayer de miser sur justement toutes les filières. On va essayer de redévelopper des filières agricoles, l'artisanat aussi beaucoup. Et puis moi, avec on verra si c'est la proposition que je ferai au bureau, c'est qu'on s'est rendu compte dans les réunions publiques qu'il y avait des tissus de PME aussi, parfois sur des choses assez étonnantes, dans des domaines innovants qui existent. Et ce qu'on voudrait, c'est essayer de travailler un peu, soutenir un peu des structurations de réseau, parce qu'ils sont souvent un peu isolés, on les connaît mal leurs besoins. Et ce qu'on voudrait, c'est essayer de mieux les connaître, d'avoir des interlocuteurs, et puis de faire en sorte que ce soit des gens qui puissent comprendre pourquoi ils viennent là, quels sont les critères de décision, et puis utiliser leur carnet d'adresse pour essayer de faire un effet boule de neige. Après, on peut lier ça à la restauration des friches industrielles, etc. Ça ne sera jamais une économie de grande échelle, mais c'est quand même... Je pense qu'il y a quand même un développement alternatif possible. Même chose pour les filières agricoles, finalement, il y a pas mal de petites PME agricoles qui existent aujourd'hui avec de la transformation, j'entends, c'est pas juste de la production. Et finalement, on les connaît mal, et pourtant, moi je pense que la réussite d'un projet comme celui-là, c'est justement d'identifier tous ces porteurs de projets, essayer de les soutenir et utiliser leur capacité d'attraction et leur carnet d'adresse pour en attirer d'autres. Voilà. C'est pareil, on ne peut pas promettre monts et merveilles, mais honnêtement, je pense quand même qu'il y a des choses intéressantes à creuser. Mais il y a des choix à faire. Après, si le choix, c'est de continuer à avoir des entrepôts, ça c'est un autre sujet, mais c'est pas compatible avec un PNR. Moi, après, c'est pas, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus, c'est simplement, mon boulot, c'est de savoir si c'est compatible avec un PNR ou pas, et de tirer l'alerte, la sonnette d'alerte si ça l'est pas. Voilà. Il faut juste être au clair. Alors après, j'ai travaillé, moi, avec... quand j'étais au ministère, au bureau des paysages avant, j'ai beaucoup travaillé, il se trouve, avec les porteurs de projets de zones commerciales. Bon, on les a approchés de près. Quand on connaît leur cynisme, on ne peut pas dire quand même que ce soit des porteurs de développement durable.
déjà, quand on voit une zone commerciale qui est créée, posez-vous la question de savoir s'il y a des budgets d'investissement qui sont associés. Ben, la réponse, elle est extraordinaire. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils organisent l'obsolescence de leur zone commerciale pour en créer d'autres et les mettre en concurrence. C'est ça la mécanique économique. Donc évidemment, il y a le moment où on se dit on va créer de l'emploi. Ben, en fait, je crains fort que vous créez plutôt de la friche industrielle. Il faut voir quand même qu'on n'est pas dans un monde très tendre. Et notamment en région parisienne, il y a des mécanismes économiques de la part d'investisseurs de ce type qui sont quand même assez pervers. Je n'hésite pas à le dire là-dessus clairement, parce que je les ai quand même approchés de près. Est-ce qu'il y a une volonté d'essayer d'attirer des petites, des PME Ben, justement, ça serait l'objectif, c'est vraiment d'arriver à attirer effectivement des PME. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de friches industrielles qui aujourd'hui pourraient servir de support à des pépinières d'entreprises, des PME. Enfin, idéalement, c'est plutôt une économie comme ça qu'il faut attirer, notamment en s'appuyant sur la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'artisanat et puis la puissance des réseaux pour attirer ce type d'acteurs économiques qui sont totalement compatibles avec un développement durable. Et qui sont certainement plus stables en plus que les Oui, autres. c'est une petite. Par contre, bon, c'est un sujet qui peut-être ne nous concerne pas tout à fait. Si on développe les petites entreprises, il faut qu'on développe la fibre. Ah, ben si, c'est un sujet qui est absolument Et central. comme chez nous, on a beaucoup de soucis avec la qualité de la fibre. Ah ben alors c'est la première chose, j'ai rencontré justement une chef d'entreprise, une petite PME dans une industrie de pointe. Première chose qu'elle m'a dit, j'ai des problèmes de réseau. Et ça c'est un gros handicap pour moi parce que mes fichiers passent pas une fois sur deux. Voilà. Donc ça c'est fondamental. Je pense que alors là il y a un sujet qui est hyper central. Le télétravail, c'est compliqué. Et le télétravail, c'est une super chance. En fait, Oui, vous pouvez mais sans attirer un réseau. public, imaginez un public de cadres qui vient ici, mais s'il n'y a pas de, et qui Sans amène réseau, c'est en fait compliqué. de l'argent pour la rénovation du bâti, qui va aller dans le commerce local et pas forcément dans la grande surface ou pas uniquement en tout cas. Mais le réseau, je pense que s'il y a un truc À sur l'heure lequel il actuelle. faut miser, à mon avis, à l'heure actuelle, surtout dans un territoire comme celui-là, c'est bien le réseau. Hein. Mais qu'est-ce que le PNR peut faire? Ah ben, le PNR, en moyens propres, il n'a pas de moyens, si ce n'est tirer la sonnette d'alarme et puis dire attention, le développement économique avec. Alors, c'est d'où l'importance d'avoir un dialogue, parce que le PNR, s'il dit quelque chose là-dessus, ne va pas être très crédible. Mais c'est ce que je vous disais, d'où l'importance d'arriver à identifier toutes les PME et de faire en sorte qu'ils expriment leurs besoins. Et le PNR, il relaie ses besoins. Mais là, c'est des investisseurs, c'est des chefs d'entreprise qui s'expriment. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement dispersés, ils sont un par un, donc du coup, ils ne peuvent pas faire entendre leur voix. Et nous, notre rôle, ça serait... c'est des individus. Voilà. Mais notre rôle, ça serait quand même d'essayer de les aider, au moins à avoir des représentants, une filière un peu constituée pour qu'ils puissent nous faire remonter tout ça et qu'on puisse le porter auprès des décisionnaires. Mais si c'est le PNR en tant que tel, non. Personne ne l'entendra, il sera inaudible. Mais ça permet d'identifier, diagnostiquer le besoin et de lui donner du volume et C'est du collectif. le diagnostiquer, lui donner du volume et favoriser la prise de décision dans le sens qui va bien. Voilà. Et ça, c'est déjà important de le faire parce que c'est pas les PME qui vont le faire elles-mêmes. Donc si nous on le fait, et c'est vraiment, moi c'est mon grand désir, c'est ce que je vendrai au bureau, hein, et la Chambre de commerce et d'industrie, elle est vraiment prête à travailler là-dessus parce que ça l'intéresse aussi, c'est de les aider à se structurer pour pouvoir entendre leur voix et du coup porter leur message à qui de droit. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est fondamental. Dans votre PNR, est-ce que vous avez l'intention de faire des pôles industriels, c'est-à-dire des, on va dire, coulommiers, faire des Ça existe. Alors, oui, de toute façon, alors, parce que nous, on est plutôt axé sur Paris. Oui. Est-ce qu'il y a un développement économique qui... Alors, quand moi je parle économie, c'est surtout des entreprises, enfin petites entreprises. Est-ce qu'il y a des pôles qui vont être spécialisés? Alors, justement, on a analysé toute l'armature commerciale. Il y avait une armature commerciale qui est en surcapacité globalement, ce
qu'en fait, on regarde tous les taux de vacances sur tous les zones existantes. En fait. On s'aperçoit qu'en fait, on a des taux de vacances assez importants, parce qu'il y a une époque avant que ça soit au niveau des deux communautés de communes, chaque commune finalement voulait avoir sa zone commerciale ou industrielle. Ah, je parle pas de zone commerciale, je parle de zone. En fait, il y a beaucoup plus de zones d'entreprise, commerciales que de zones d'entreprise. Ouais. C'est ça le problème. On a un suréquipement en zone commerciale et un des enjeux, ça serait de pouvoir basculer un certain nombre de zones qui existent et les conforter en les transformant, en basculant au niveau des règlements pour plutôt les orienter vers de la zone industrielle. Et éviter d'avoir une multiplication d'entrepôts, en gros, et avoir plutôt des entrepôts. Moi, je parle pas d'entrepôt. Voilà, c'est quand même ça un peu l'enjeu. C'est comme il y a quand même des gens qui soit être coloniers ou de la Ferté-sous-Loire, qui sont obligés d'aller travailler sur Paris pour avoir un emploi, on va dire, entre guillemets. Tout à fait. Et puis vous avez toute la population, enfin vous avez vu la simulation d'urbanisation, vous n'avez pas échappé qu'il y a des lotissements partout, même dans les zones rurales. C'est des gens qui font les allers-retours parce qu'ils ne sont pas sur des postes télétravail à la plupart du temps. Vu l'éparpillement des lotissements, je défie quiconque d'organiser des transports en commun qui fonctionnent avec des allers-retours matin et soir. C'est impossible. Impossible. Et les infrastructures routières, de toute façon, on fait le frais ici. Il y a des constructions où les routes ne suivent pas. Après, on si vous voulez, soit on construit de l'infrastructure routière et on continue c'est un peu le serpent qui se mord la queue, soit on dit on essaye de changer une méthode. Mais en fait, il y a quand même eu, on en hérite, c'est comme ça, des décisions d'urbanisme qui ont des incidences, qui sont des incidences négatives du point de vue social et du point de vue de la qualité de vie. Hein. Voilà. Donc après, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on essaye de changer? Alors on a l'héritage, faut-il le conforter? C'est une question du PNR, une question qu'il faut se poser maintenant. Voilà. Parce qu'après, c'est la fuite. Après, c'est autre chose qu'un PNR, voilà, c'est tout. Mais encore une fois, tout ça, c'est des décisions. Le SMEC n'est pas une espèce de technocratie souveraine, hein. Donc ça sera mis en débat. Nous, notre rôle, c'est de poser les questions, d'essayer d'identifier les problèmes, les causes, conséquences, pour aider à la prise de décision. C'est ça notre rôle. Après, la décision, ce sera la décision des élus. Le CLD, il est là aussi pour participer à la décision globale en se faisant le porte-voix de la société civile. Et la candidature sera la conséquence de ces décisions et passera ou passera pas la ronde, parce que c'est une candidature. Si jamais on candidate et que c'est refusé. Ah ben là c'est fini, parce que je C'est veux dire, fini et on ne peut pas non, mais en fait ce qui se passe globalement, c'est que ils ne diront pas non frontalement si jamais ils vont refaire un avis avec une série de prescriptions considérables. Qui est un peu une fin de non-recevable. On a un financeur qui est la région. La région, elle nous suit aujourd'hui. Mais si demain on se retrouve dans une situation si défavorable, là, ils vont dire c'est plié, on arrête. Je ne plus. Okay. En gros, c'est On notre dernière cartouche. Voilà. Il faut en être conscient. Okay. Hein, il y a déjà eu 2 avis d'opportunité quand même. Un premier qui était très défavorable. Le deuxième reste très réservé, mais moi, fondamentalement, je suis venu dans le poste, je le connaissais, hein, donc moi je pense que c'est jouable. Voilà, mais c'est le moment de prendre des décisions, c'est pas plus tard, et il n'y aura pas de quatrième cartouche, voilà. Très clairement. Oh non, mais et si justement c'est approuvé, oui. Derrière, après, il se passe quoi? Alors si c'est approuvé derrière, c'est la procédure, il y a toute une procédure. Alors l'évaluation environnementale, ça c'est administratif, c'est vérifier que la charte ne soit pas contraire au texte de niveau supérieur. C'est de la procédure purement formelle. Après c'est une enquête publique, puisque le projet est soumis à enquête publique. Et puis une procédure de validation par le ministère de la Transition écologique avec un avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des PNR.
et ensuite, in fine, un arrêté ministériel qui porte création du parc. Et après, c'est ad vitam aeternam ou on Alors doit après, c'est s'engager pour à- 15 ans. En fait, D'accord. la charte a une durée de vie de 15 ans et au bout de 15 ans, elle est remise en jeu. Donc il fait un renouvellement de charte dans lequel on fait le bilan des 15 ans passés et on refixe une feuille de route pour les 15 ans à venir. Avec, j'imagine, des critères à respecter pendant les 15 ans. En fait, il y a des questions, il y a des critères d'évaluation sur l'efficacité des choses qui sont fixés dès la rédaction de la charte. Donc, on prévoit déjà en fait des choses sur lesquelles des critères d'évaluation et après on regarde ce qui s'est passé. Et puis on regarde comment le territoire a évolué globalement en fait. Voilà. Mais c'est un principe quand même, voilà, pour garder l'émulation si vous voulez. Et puis après, c'est pas que ça, mais c'est que on est quand même dans un monde où les réalités sont mouvantes. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui qui nous sauteront aux yeux demain. Donc voilà, ça permet d'ajuster le tir au fur et à mesure. Donc de toute façon, c'est toujours intéressant. Oui. Est-ce que dans vos études, il sera tenu compte du PPRI? Ah ben bien sûr, ça obligatoirement. Oui. Alors justement, je parlais de l'évaluation environnementale. Si la charte était différente du PPRI, alors là, on se ferait directement. Donc on travaille de toute façon étroitement avec le SMAJ. Ça fait partie des documents de base, surtout sur un PPRI. Là, l'articulation est impérative. Oui. Ça n'est pas sans problème, mais bon, voilà. Donc il sera tenu compte du PPRI, effectivement, obligatoirement. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Ou des souhaits pour ce territoire aussi. On peut peut-être dire que dans les autres PNR, chaque fois qu'il y a une révision, il y a des nouvelles communes qui veulent adhérer. On n'a jamais vu un PNR rétrécir. Non, Et on n'a jamais vu un PNR rétrécir. Oui. On a vu des réticences à la création des PNR, donc ça on est dans la phase, je dirais, de ce point de vue normal, parce qu'il y a quand même un moment de changement, il y a des décisions à prendre. Mais il se trouve que, in fine, une fois que c'est créé, c'est plutôt effectivement des mouvements. On n'a jamais vu un PNR maigrir, ils se sont toujours augmentés. Et voilà. Et ben, on a en fait, il y a 3 révisions actuellement en Île-de-France. Et les 3 PNR sont dans des logiques d'augmentation de leur périmètre et de nouvelles communes qui veulent adhérer. Alors, on a déjà des communes qui ont été exclues du premier périmètre qui voudraient bien rejoindre le PNR de Bruy-de-Morne. Enfin, bon, on va déjà essayer de mener le projet avant quoi que ce soit et puis faut déjà consolider, arriver à bon port avant d'envisager ça. Mais globalement, oui, je pense qu'il y a toujours, le changement c'est toujours compliqué, il y a quand même un petit saut dans l'inconnu, il faut prendre des décisions. Mais en fait, in fine, je pense que le bénéfice global semble quand même positif puisque effectivement les communes adhèrent. Donc c'est pas si monstrueux que ça. C'est pas si impossible de vivre dans un PNR. Non, mais je crois qu'en fait, surtout les PNR en région parisienne, c'est encore une fois, c'est ce que je disais en commençant, c'est le moyen pour eux d'exister, de rééquilibrer le rapport de force avec une Île-de-France qui est quand même très, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, enfin, où il y a des mécanismes d'une puissance telle qu'un territoire qui n'a pas un périmètre, un enjeu identifié, un projet clair, il n'existe pas vraiment et il risque de subir un petit peu tous les mécanismes de report. Et notamment en région parisienne, on peut dire ce qu'on veut, mais en gros c'est tout ce que les autres ne veulent pas et repousser vers la marge. La mécanique c'est quand même celle-là. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire, souvent les siens sont les plus critiques. Moi, j'ai souvent entendu, pendant cette longue histoire, des habitants du territoire critiquer le territoire en disant « mais c'est trop moche ici, on n'a pas... c'est pas possible que ça soit un PNR, c'est foutu, l'urbanisation a déjà tout amoché, les paysages, on n'a pas de patrimoine architectural extraordinaire, il n'y a pas de grands paysages spectaculaires. » Moi j'entends ça de la part de gens qui habitent ici. Ça fait partie des réticences, d'une espèce
d'auto-condamnation De fatalisme. préalable, oui, voilà, d'autodénigrement. Ah oui, alors ça, Et oui, l'autodénigrement, et je vous confirme, Et Marie, voilà, c'est le sport et national vous, ici. vous venez de l'extérieur, vous êtes lié au paysage, vous connaissez bien la Bretagne, vous pensez quelque part qu'on le mérite ou pas? Enfin, qu'il y a les caractéristiques d'un PNR. Je pense qu'il y a vraiment, autrement je ne serais pas venu. Hein. Oui. Il faut quand même que vous compreniez que venir prendre ce poste, c'était quand même une prise de risque pour moi. Bon, j'ai vu l'avis d'opportunité, qui n'est pas flamboyant, on va le dire, mais moi je suis convaincu qu'il y a la matière à un projet. Et les paysages sont peut-être moins spectaculaires que dans d'autres PNR, mais ils ont leur qualité, très clairement. Le patrimoine vernaculaire, moi je trouve qu'il est magnifique, vraiment. Vous avez des sacrées pépites. Qui sont classés. Et puis même les plateaux, alors tout le monde me dit les plateaux agricoles c'est moche, moi je trouve ça superbe. Moi, je sais pas, c'est assez étonnant. Non, moi je crois qu'il y a vraiment la matière, et puis vous avez en fait cette histoire, je pense qu'il n'y a pas, c'est rare d'avoir un territoire où on a un aménagement du territoire, une valorisation des ressources qui a été poussée aussi loin de par l'histoire que ça. Et ça, c'est un modèle du genre. Je pense que ça peut servir vraiment de modèle d'aménagement du territoire si on renoue avec cette histoire. Et moi, je suis persuadé que là-dessus, on passe. Mais il faut vraiment prendre des décisions qui soient claires. C'est tout. Il y a quelques années, il y a eu une visite des élus, je ne sais pas si vous en faisiez partie. Ils sont allés visiter le PNR du Vexin pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et ça donne une idée au début de ce qui est... Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai qu'ils ont un peu tendance à se dire oh, bah, le Vexin c'est beau, la vallée de Chevreuse c'est beau, nous c'est pas beau. Moi je suis désolé, mais je crois vraiment qu'il y a largement. Mais oui, il y a. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une qualité globale du territoire. Je pense qu'en plus, il y a aussi, du point de vue agricole, vous avez quand même un développement de réflexion en matière d'évolution de l'agriculture. Il y a eu beaucoup de développement d'agriculture bio, il y a les filières. Voilà, je pense qu'il y a des sacrés atouts. Et après, c'est pas que moi qui le dis. Enfin, quand même, le CNPN, dans son avis, a dit que le territoire, moyennant la révision de périmètre qui a été demandée, est éligible. Donc l'éligibilité au PNR est actée. Ce qui est en question, c'est est-ce que le territoire va produire un projet qui permet de préserver ça. Voilà. Et du coup, pour ce Et le CNPN, il examine tous les projets de PNR de France. Donc voilà. Donc il faut arrêter de rougir en se disant ou de se flageller. Non, il n'y a plus de questions à se poser là-dessus. Maintenant, la question, c'est quelle est la volonté de faire ou de ne pas faire. C'est tout. Et pour soutenir cette décision, en tant qu'habitant d'une des communes, qu'est-ce qu'on peut faire? Adhérer à la... Adhérer, je pense que le plus simple, sans faire de pub, oui, c'est adhérer au CLD, c'est vraiment essayer de faire entendre votre voix à travers le CLD aussi. Je pense que dans lors de la dernière inspection, la présence militante du CLD a été importante dans l'avis, on va dire, pas totalement négatif du CNPN et du ministère, parce qu'ils ont noté qu'il y avait une envie. Alors je veux dire, on n'est pas assez nombreux au CLD. Il peut y avoir aussi, je veux dire comme ça, on sent qu'il y a une attente des habitants d'un projet de ce type, parce que ça correspond à une amélioration de la qualité de leur vie, et ils comprennent très bien que c'est aussi complètement d'actualité par rapport à la transition écologique, par rapport au réchauffement climatique. Les élus sont peut-être plus timorés. Et aujourd'hui, une des forces pour faire que ce PNR advienne, c'est que les habitants fassent comprendre aux élus que leur attente et leur choix se fera aussi sur des municipalités qui portent un tel projet. Je pense qu'il y a une dimension politique qui est forte
de pression sur les élus. Parce que je pense qu'il y a des élus qui sont un peu perdus. Rien n'est évident. On sent qu'il y a des choix un peu cornéliens à faire en termes de développement. Il y a des choix très positifs, mais qui vont aussi avoir des dimensions négatives pour certains propriétaires terriens, pour certains agriculteurs, pour des gens. Voilà, c'est quand même difficile à gérer. Donc c'est important que les gens s'expriment en disant « nous, on veut aller vers ça ». Parce que les élus n'en sont pas toujours convaincus. Ils pensent que la situation actuelle, on va dire garage, bagnole, 2 heures de trajet par jour, destruction des haies, etc. Après tout, ça convient à tout le monde. Ils pensent que c'est ça que les gens sont venus chercher. Et les gens, ils évoluent, oui, ils sont venus chercher ça. Il y a quand même ils beaucoup évoluent. de gens qui nous ont dit, même des gens Oui. qui sont arrivés, qui étaient pas Oui. sur le territoire, qui ont quand même, lors des réunions publiques, plus ou moins houleuses, mais enfin, il est quand même ressorti clairement qu'on a quand même une partie importante de la population qui a peur de voir son cadre de vie se dégrader et se transformer en banlieue parisienne. Oui, c'est clair. Voilà, donc, et c'est vrai que le rôle du CLD, c'est aussi de dire ce projet, il a une dimension politique locale très forte. Voilà. Et le fait que le CLD existe, qu'il ait des adhérents, eh ben, c'est la meilleure. Ça compte. Voilà, s'il peut y avoir des adhérents dans tous les villages, ça permet aussi de réfléchir. C'est aussi une requalification. On a beaucoup parlé des lotissements, mais les lotissements, ça peut être paysager. Alors, oui, voilà, je veux dire, les l'existant lotissements, peut on va être pas raser les amélioré, lotissements. voilà. Non, mais après, un lotissement, effectivement, ça peut se paysager. Il y a quand même retravailler l'espace public. C'est pas forcément cher en plus, hein, surtout que l'espace public le plus emblématique, il est aussi très simple dans sa forme, qui nécessite finalement moins d'infrastructures et peu d'entretien. C'est aussi, dans les documents d'urbanisme, il y a un truc qui est particulièrement horrible dans les lotissements, c'est tous les systèmes de clôture. Voilà. Donc ça, on ne va pas dire au jour au lendemain aux gens, détruisez vos clôtures. Mais par contre, c'est poser des règlements qu'au fur et à mesure des rénovations, ça aille dans le bon sens. Même chose pour la couleur du bâti. Enfin, voilà. C'est vrai que quand vous avez les lotissements, ils nous les ont mis en blanc de blanc, donc on voit que ça. Et puis après, c'est essayer de recréer des franges végétales, parce qu'aujourd'hui, vous avez les lotissements qui sont... vous avez les grandes parcelles, les paysages ouverts, et le lotissement qui est posé brutalement, là, donc ça, c'est un peu lourd comme impact. Voilà, donc ça, c'est gérable. On a 15 ans pour le faire, par contre, il faut le dire. Voilà. On a une volonté de requalifier ça, et voilà comment on va s'y prendre. Après, c'est dans le temps. Encore faut-il ne pas aggraver la situation manifestement. Voilà. Donc vous pouvez Autrement, le adhérer. discours n'est plus très crédible. Caroline. Oui, c'est bon. On va clôturer la Oui. réunion. Du coup, merci beaucoup. Pour ces échanges qui sont toujours des moments précieux. Voilà. Merci d'être Et en venu, plus c'est sympathique important. ce soir, donc c'est Oui. formidable. Ça ne gâte rien.